Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On se retrouve de 18h à 20h sur Shalom Besançon 99.5 et www.radioshalombesançon.com. On va parler ce soir de beaucoup de choses, du football bien évidemment, du handball aussi. On va vous parler de la D1 féminine, on va vous parler également de la journée en Ligue 1 avec tous les résultats et les différentes réactions. On parlera bien évidemment de la page spéciale du FC Sochaux Montbéliard qui a été défait du côté de Clermont 1-0. On reviendra également dans cette émission avec du supporter expatrié comme Thomas qui nous appellera de Toulouse. On aura plein de choses également. On parlera de National 2, National 3 avec toutes les réactions, avec la rencontre Racing Besançon, Morteau, Montbon. Vous entendrez les réactions de l'entraîneur Sébastien Mazzotti du FC Morteau Montbon. Vous retrouverez également les réactions de l'entraîneur Alexandre Pep du Racing Besançon, du défenseur central Valentin Revoy et également du gardien de but Steven Bouchité. Il y aura également 2 places à gagner pour la réception de l'AS Béziers du côté du Stade Bonal. Ce sera Sochaux AS Béziers. On va s'intéresser cette fois-ci à la division 1 féminine et on va parler du Paris Saint-Germain avec Olivier Chouafny, l'ex-entraîneur de Sochaux qui est dorénavant l'entraîneur de cette équipe parisienne. On va l'écouter il nous parle de ses objectifs, c'était sur RMC Sport. Ce week-end, la D1 féminine reprend ses droits. Deuxième du dernier exercice, le Paris Saint-Germain d'Olivier Chouafny débutera sa saison sur la pelouse de Fleury. Nommé en juin, l'ex-sélectionneur de l'équipe de France féminine s'est confié dans un entretien à RMC Sport News sur le projet et les ambitions du club parisien. Comment ça s'est passé? Tout à fait normalement. Ça a mis du temps, pour rien vous cacher. J'avais un certain nombre de contacts pour reprendre les garçons. Et finalement, quand le Paris Saint-Germain m'a sollicité, j'ai trouvé que c'était peut-être le meilleur des challenges pour moi. Pour la simple bonne raison que déjà le Paris Saint-Germain, c'est un grand club. Un grand club avec tout ce qu'il y a autour, des infrastructures, une qualité globale pour pouvoir réussir quelque chose d'assez intéressant. Alors bien sûr, j'aurais pu repartir chez les garçons, mais j'avais l'impression de ne pas avoir terminé encore avec les filles. Et c'est vrai qu'après mon passage avec l'équipe nationale, j'avais peut-être ce besoin encore de continuer avec elles. Et c'est surtout quelque part un peu une reconstruction. Comme vous le soulignez, on a perdu quand même un certain nombre de cadres, des joueuses emblématiques, que ce soit bien sûr Laure Boulot, Erika, Marie-Laure, des joueuses qui avaient plus de 30 ans, qui avaient une forte expérience. Et aujourd'hui, voilà, l'idée c'est de repartir sur quelque chose avec peut-être des jeunes joueuses de qualité. Mais aujourd'hui, l'effectif tel qu'il est, c'est vrai, paraît quand même assez jeune au vu de ce qui va nous attendre, mais on attend aussi un certain nombre de recrues dans les prochaines semaines pour venir, on va dire, enrichir ce groupe. Il faut le renforcer, il faut des cadres, 1 ou 2 cadres peut-être. Oui, il faut le renforcer, il faut amener de la fraîcheur. Voilà, il y a un besoin chaque saison d'amener une plus-value à cette équipe. Alors bien sûr, si possible, des joueuses cadres, mais surtout des joueuses qui ont un bon état d'esprit et qui ont envie de progresser à l'intérieur de ce groupe. Tout, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de reconstruire un groupe qui a bougé, qui manque d'expérience, mais qui a envie de réaliser une belle saison. Et une belle saison, c'est être compétitif sur toutes les compétitions, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions, puisqu'on va faire notre retour, et puis en Coupe de France, puisqu'on a un titre à conserver. Avec un groupe certainement plus expérimenté, mais l'idée, c'est de montrer aussi qu'avec un groupe peut-être rajeuni, on est capable aussi de faire de bons résultats. Maintenant, c'est le retour du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est bien, ça va être enrichissant aussi pour le groupe, pour les filles, de vivre cette aventure-là. Il faut qu'on arrive bien sûr à se qualifier. On n'aura pas une tâche facile déjà face à des Autrichiennes qui vont être certainement très très motivées. J'aime bien ce terme sans stade fixe. Ben ça y est, on en a un. On a un stade. Et quel stade, j'ai envie de dire, avec on va dire une affluence, on l'espère, qui sera, on va dire, un peu plus importante que ce qu'il a pu être du côté du camp des loges. Mais c'est bien, c'est vraiment une bonne chose, que ce soit en Ligue des Champions, bien sûr, pour recevoir nos adversaires, mais aussi pour mettre nos supporters dans les meilleures conditions en termes de sécurité et en termes d'observation de match. On revient sur l'Europa League avec les barrages, avec le Football Club des Girondins de Bordeaux qui se déplaçait en Belgique du côté de la Gantoise. Ça a fait 0 partout. C'était ce jeudi 23 août. Le match retour aura lieu ce jeudi 30 août à partir de 20h45.
On va écouter tout de suite Jimmy Briand et Benoît Costil, le gardien de cette équipe de Bordeaux. On revient sur l'Europa League avec les barrages, avec le Football Club des Girondins de Bordeaux qui se déplaçait en Belgique du côté de la Gantoise. Ça a fait 0 partout. C'était ce jeudi 23 août. Le match retour aura lieu ce jeudi 30 août à partir de 20h45. On va écouter tout de suite Jimmy Briand et Benoît Costil, le gardien de cette équipe de Bordeaux. On n'était pas venu chercher un 0-0. Je pense qu'on commence un match, c'est pour le gagner. Maintenant, c'est la Coupe d'Europe. C'est un match, c'est une qualif qui se joue sur 2 matchs. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est un résultat qu'il faudra confirmer la semaine prochaine. On les avait vus à la vidéo. On savait que c'était une très bonne équipe. Mais je pense qu'on était bien en place et on a surtout essayé de les contenir pour pas qu'ils se créent trop d'occasions parce qu'ils étaient chez eux. Et puis nous, on a essayé de procéder un petit peu en compte, de garder le ballon un petit peu en haut. Mais voilà, pour le gagner, il aurait fallu faire un petit peu plus devant. Mais voilà, je dis c'est un bon résultat. Tout reste à jouer. C'est un bon résultat pour nous, mais c'est pas non plus un mauvais résultat pour l'adversaire. Donc voilà, il y a tout va se jouer sur le second match. C'est très bien qu'un match nul autre que 0-0 ne sera pas favorable. Donc nous, on sera dans l'obligation de remporter ce match. Donc c'est pas non plus le meilleur des résultats. C'est pas non plus le meilleur des résultats, mais c'est tout de même un bon résultat. 0 partout, ça préserve les chances au match retour à condition de ne pas prendre de but sur son terrain. Il aurait mieux fallu, c'est certain, que Bordeaux ouvre au moins la marque et revienne avec un but d'avance, voire 2. Mais c'est comme ça, c'est le football. On espère vivement que ces Bordelais qui sont son entraîneur, on en parlera tout à l'heure, remporteront la mise du côté de Bordeaux. En tout cas, ils devront s'imposer. Ça, c'est au moins la chose qui est certaine sur cette rencontre. On va s'intéresser cette fois-ci, on va revenir du côté de l'Hexagone, du côté de la France, avec justement, on va parler cette fois-ci de ce qui s'est passé pour la 3e journée en Ligue 1. C'est parti pour cette 3e journée en Ligue 1. On va vous donner tous les résultats et on commence par la rencontre qui avait lieu ce vendredi. Il y avait au programme l'Olympique Lyonnais qui recevait Strasbourg avec l'ouverture du score pour Martin Terrier à la 42e minute de jeu, le joueur qui ouvre le score contre son ancien club, car on rappelle que la saison dernière, il était du côté de Strasbourg. Il n'a bien évidemment pas fêté ce but. Et ensuite, à la 64e minute de jeu, c'est Bertrand Traoré qui double la mise pour cette équipe de Lyon et qui met cette équipe lyonnaise à l'abri d'un retour des Strasbourgeois. Et cela se termine par la victoire des Lyonnais. On va écouter tout de suite la réaction justement du buteur Martin Terrier qui lui dit qu'il n'a pas fêté justement son but et c'est son premier but avec l'Olympique Lyonnais. On va écouter également Bruno Genesio qui lui dit après Reims on a eu une bonne réaction car rappelons que Lyon avait été défait du côté de Reims 1-0. Et puis Nabil Fekir qui lui a été content d'être accueilli de la sorte. Et oui, maintenant il est champion du monde, donc il est applaudi sur tous les terrains de l'Hexagone, en tout du moins je l'espère, et j'espère que tous les champions du monde auront en tout cas un très bon accueil. Et également on va entendre la réaction du côté inverse, du côté de Thierry Lauré, qui lui en fait n'a pas grand chose à reprocher à ses joueurs, ne serait-ce qu'une erreur ce soir. Ouais, c'est une énorme fierté pour moi d'avoir pu marquer sur ma première frappe d'ailleurs. J'étais très content et je pense que le staff et le public aussi, donc j'espère que ça va continuer. Ça donne de la confiance et je me suis senti beaucoup mieux après ce but. Je pense que ça s'est vu et voilà, j'espère que ça va continuer. C'est vrai que par respect par rapport à mes anciens coéquipiers, je ne devais pas fêter ce but. C'est ce qui était prévu, c'est ce que j'avais dit à mes proches que je n'allais pas fêter et c'est ce qui est arrivé. Après, dommage, ça tombe sur mon ancien club, mais c'est le football, comme je dis. Satisfait parce qu'il y a une réaction après la défaite à Reims. On prend
3 points et je pense que dans le jeu, il y a eu des choses intéressantes, même si en première mi-temps, on a été, à mon goût, parfois trop vite déséquilibré. Ça fait plaisir de retrouver les terrains. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai que ça fait plaisir. Après, comme j'ai dit, c'est pas le plus important. Voilà, le plus important ce soir, c'était la victoire et c'est ce qu'on a réussi à faire. Je trouve qu'on avait bien démarré la rencontre, on défendait bien, on était compact, on se créait des balles de contre très intéressantes. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas su en étant une, quoi, de façon à poser un problème à cette équipe et l'obliger vraiment à sortir. C'est ce qu'on aurait aimé faire, mais malheureusement, on a manqué d'efficacité sur les comptes qu'on a eus sur le début de rencontre. Même si les Lyonnais avaient la possession, même si les Lyonnais nous faisaient pas mal courir, on n'était pas en danger, je pense. Et c'est vrai que ce but juste avant la mi-temps nous a fait un peu mal, quoi, parce qu'on avait l'impression d'avoir fait une bonne mi-temps et malgré tout on était mené 1-0. Malgré tout, je trouve que les garçons se sont bien battus, ils ont fait les efforts ensemble. Sincèrement, j'ai pas grand chose à leur reprocher, quoi. Voilà, une petite faute d'inattention, on prend un but, ça fait partie du jeu malheureusement. Exactement, Thierry Lauré, ça fait partie du jeu, ça fait partie du football. S'il n'y avait pas d'erreur, il n'y aurait jamais de but. Et en tous les cas, il n'a rien à reprocher à ses joueurs ce vendredi soir contre l'Olympique lyonnais. On se dirige cette fois-ci à ce qui s'est passé ce samedi à partir de 17h. Il y avait du côté du Parc des Princes le Paris Saint-Germain qui recevait l'équipe d'Angers. Un match qui va bien commencer pour les Parisiens avec ce but, l'ouverture du score dès la 12e minute de jeu par Edinson Cavani. Et c'est ensuite Thomas Mangani sur penalty qui va égaliser pour cette équipe angevine. On se dit qu'elle va peut-être rivaliser un petit peu avec le Paris Saint-Germain. Et c'est ensuite les deux stars du côté les deux stars, si on peut le dire comme ça, car il y a tellement de stars du côté du Paris Saint-Germain. C'est Kylian Mbappé à la 51e minute de jeu et ensuite Neymar à la 66e minute de jeu qui vont donner un score plus large à l'équipe de Thomas Tourelle. Et ça finit 3-1, mais cette équipe d'Angers a vendu chèrement sa peau. On va écouter tout de suite les réactions de Thomas Tuchel qui lui dit lui, il a trouvé que son équipe avait joué un petit peu trop lentement. Et de Ludovic Butel, le portier de cette équipe d'Angers, qui lui dit on a fait quelques erreurs, mais finalement, on a rendu quand même une bonne copie. C'était encore une première mi-temps difficile pour nous. Nous avons attendu l'adversaire de défendre en 4-1, mais ils ont défendu en 6-3-1. C'était très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace et nous n'avons pas trouvé des joueurs entre les lignes en première mi-temps et nous avons joué trop lentement pour ouvrir des espaces. Et les premières 10 ou 15 minutes sont OK, ils sont OK, mais après ça, nous avons perdu d'intensité et de vitesse dans notre passe. Et pour ça, c'était difficile. Nous avons perdu beaucoup de ballons simples et ça, c'est très très difficile de défendre pour les joueurs défensifs. Et en deuxième mi-temps, nous avons joué mieux et avec plus d'intensité. Vos regrets? Non, je pense pas. Après, on a fait ce qu'on voulait faire ce soir. Après, si on est un peu pointilleux, on offre un peu les buts. Mais après, on a tellement couru après le ballon et c'est un rouleau compresseur. Donc c'est une équipe qui a des invités qui peuvent nous faire différence à n'importe quel moment. Et voilà, c'est un gros collectif. Donc on sait qu'on vient ici, on va souffrir. Mais en tout cas, on a rendu une belle copie et on sort la tête haute de ce match. Et maintenant, à nous de garder ces valeurs-là et cette application qu'on a eue pendant 1h10 pour la suite du championnat. Parce qu'on ne jouera pas tout le temps contre le Paris Saint-Germain. Et oui, c'est vrai, Ludovic Butel a raison, ils ne joueront pas tous les week-ends contre le Paris Saint-Germain. Avant de passer aux autres rencontres, j'avais juste des petites infos à vous donner, des infos qui viennent du site maxifoot.fr. On va tout d'abord parler de Lyon, parce que tout à l'heure on a parlé de la rencontre entre Lyon et Strasbourg, avec deux joueurs qui seraient poussés dehors. Alors c'est vrai que la porte s'est entrouverte pour Mariano Diaz. Alors l'Olympique lyonnais cherche à se séparer de ces deux joueurs, sur lesquels Bruno Genesio ne compte pas forcément.
Il y a le défenseur central Mapu Yonga Mbiwa, 29 ans, qui pourrait aller justement du côté de la Turquie et du côté de Bursaspor. Et également le milieu de terrain Olivier Kemen, 22 ans. Alors l'équipe annonce qu'une offre de Sivasspor a été acceptée par l'OL. Bon, le montant de la proposition n'a pas filtré. On s'intéresse cette fois-ci au Paris Saint-Germain qui lui également dégraisse, hein, car c'est vrai que Thomas Tuchel aime bien le turnover, hein, et il a déjà donné quelques indications sur ses choix dans cette entame de saison. Et a priori, certains éléments n'entrent plus dans les plans de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc il y a encore 5 joueurs qui pourraient faire leur valise en vue des transferts de cet été. Alors c'est vrai qu'il y a le gardien Kevin Trapp qui est actuellement le numéro 3 du côté du Paris Saint-Germain, derrière Buffon et Areola. Et c'est aussi le cas de Giovanni Lo Celso, dont le profil n'a visiblement pas convaincu Thomas Tuchel. Dommage, parce que je trouve moi que c'est un bon joueur. Malgré les belles performances qu'il avait eues avec Unai Emery. Il y a également Lassana Diarra qui doit également s'interroger, car il n'a disputé aucune minute lors des 2 premières rencontres. Et son entraîneur lui préfère pour le moment Antoine Berned, qui on l'a vu évoluer lors de la réception de Guingamp. Et puis Marquinhos contre Angers. Alors c'est vrai qu'il y a aussi également Gonzalo Guedes qui est aussi sur le départ. Alors c'est vrai que sur ce dossier même, l'aspect financier prend le dessus puisque le PSG espère empocher entre 60 et 70 millions d'euros avec la vente du Portugais. Alors le FC Valence ne veut pas mettre plus de 45 millions d'euros. Et il y a ensuite Julian Draxler qui est dans le flou lui également, donc le milieu offensif allemand joue peu et le quotidien Le Parisien évoque la possibilité d'un prêt. Alors on parlait du FC Séville, est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour? Eh bien on n'en sait trop rien. Également, maxifoot.fr nous donne d'autres infos sur le Paris Saint-Germain. Donc le club a démenti la rumeur farfelue Eriksen. Alors c'est vrai que l'Espagne avait parlé d'Ivan Rakitic ces derniers jours. L'Angleterre avait relancé la piste du milieu offensif de Tottenham, Christian Eriksen, 26 ans, 2 matchs en Première Ligue. Et ce dimanche, le Sunday Express évoquait même une offre possible de 110 millions d'euros. Alors c'est une rumeur farfelue que le Paris Saint-Germain a démenti à nos confrères du Parisien. Ce n'est pas vraiment une surprise. Donc la priorité du PSG est de trouver un latéral gauche, ça c'est vrai, avant la fin du mercato. Et une telle offre n'est actuellement pas dans les corps du champion de France. Il faut rappeler que oui, le champion de France est toujours sur le coup d'une enquête de l'UEFA liée au fair play financier. Et si jamais le Paris Saint-Germain parvient à vendre plusieurs éléments ces prochains jours, c'est plutôt un milieu au profil défensif que recherchera le club de Thomas Tuchel. Eh bien, cette fois-ci, on va poursuivre justement notre petit chemin en Ligue 1 et on va aller du côté de Montpellier. Montpellier qui recevait l'équipe de l'AS Saint-Étienne. Et là, une rencontre où il n'y a pas eu de but, 0 partout. Personne n'a pu se départager. Et on va écouter la réaction de Damien Le Tallec qui, lui, vient d'arriver cette saison du côté de Montpellier. Il dit sur son état personnel, je reviens doucement. Et Jean-Louis Gasset qui lui dit l'état du terrain ne permettait pas de jouer en une touche de balle. C'est vrai que le terrain était un petit peu catastrophique. On m'a mis tout de suite dans le bain, donc c'est vrai que c'est compliqué à 0-0, faut garder le score, mais vu qu'on est à domicile, il faut essayer de pousser pour marquer. Mais non, c'est bon que j'avais des bonnes sensations et l'équipe m'a mis à l'aise. Logique et frustrant, parce que je pense qu'on pouvait marquer ce petit but. Non, le coach me gère très très bien. Voilà, il sait par où je suis passé. Et physiquement, c'est vrai que je ne suis pas encore au max. Il me donne du temps de jeu, c'est déjà très important. Mais voilà, je monte en puissance tranquillement. Mais sûrement, j'espère avoir beaucoup plus de temps de jeu dans les prochaines semaines. On a 4 points maintenant, je pense qu'on aurait pu en avoir plus. Mais c'est bien, on commence bien. Maintenant, voilà, faut aller chercher les victoires à Reims. Non, c'est vrai, on est une équipe compliquée. On défend très très bien. Je pense que pour n'importe quelle équipe en Ligue 1, c'est très très dur de venir gagner ici. Non, j'ai entendu, le coach nous a parlé de ça. Ouais. Et voilà, j'espère que le plus tôt possible, on va se rattraper et on va gagner à domicile. On vient de gagner à l'extérieur à Amiens, donc je pense qu'on a toutes les armes pour aller gagner là. C'était un match fermé contre une équipe qui se découvre pas beaucoup, qui a fini dans les 3 meilleures défenses l'année dernière. On sait pourquoi. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. On
On a peut-être dans les enchaînements trop porté le ballon dans les 30 derniers mètres, mais l'état du terrain ne nous permettait pas de jouer à une touche de balle. C'est un petit peu le regret que j'ai. Bien sûr qu'il faut confirmer le match d'aujourd'hui par 3 points à domicile contre Amiens. 3 points à domicile contre Amiens, c'était la fin de sa phrase. Oui, Amiens, ça sera le prochain match du côté du stade Geoffroy Guichard. On va vous donner 2 petites infos en bref justement qui concernent des joueurs de ces 2 rencontres avec tout d'abord Wabi Kazri qui vient d'arriver cette saison du côté de l'AS Saint-Étienne et qui a réalisé, non seulement c'est vrai qu'il réalise des beaux gestes sur le terrain, mais il a réalisé un beau geste pour justement, il a envoyé un chèque de 10 000 € à son ancien club, le Sporting Club de Bastia, qui est contraint de repartir en National 3 après le dépôt de bilan. On en a déjà parlé dans cette émission. C'est vrai que l'international tunisien a tenu à apporter sa pierre à la reconstruction du SCB. L'ensemble du club tient à remercier cet enfant de la Maison Bleue qui, par ce magnifique geste, a montré que le Sporting était à jamais ancré dans son cœur. C'est ce qu'on a pu lire justement dans un communiqué du club corse. En tout cas, un très très beau geste de Wabi Kazri. Là, c'est un petit peu moins beau, c'est Andy Delors en garde à vue. Alors, c'est vrai qu'après Khalifa Koulibaly, un autre joueur de football qui doit s'expliquer devant la police, je pense que vous avez dû entendre parler de cette histoire. Selon le Midi Libre, l'attaquant de Montpellier, Andy Delors, 26 ans, 3 matchs en Ligue 1 cette saison, a été placé en garde à vue lundi matin après une course-poursuite entre Agde et Marseillan la nuit dernière. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le sud de la France. Le journal raconte que l'ancien joueur de Toulouse était passager de son véhicule, pris en chasse par la police pour vitesse excessive. Le conducteur, un ami en état d'ébriété qui n'aurait plus de permis, aurait d'abord refusé d'obtempérer avant d'arrêter la voiture à Marseillan. Je m'en bats, voilà, je ne vous précise pas le reste, je pense que vous avez bien compris. Je gagne 150 000 € par mois, aurait alors lancé le joueur aux forces de l'ordre. Le Montpellierin pourrait être poursuivi pour outrage et menace à personne, dépositaire de l'autorité publique. Et oui, monsieur Anthony Delors, quand on est joueur de football professionnel, il faut aussi être un exemple. Ça, c'est dit. Allez, on passe cette fois-ci aux autres résultats. On va continuer notre bonhomme de chemin et on va aller du côté de Toulouse. Le Toulouse d'Alain Casanova qui recevait le Nîmes de Bernard Blacard. Et il n'y a eu qu'un seul petit but dans cette rencontre. Il est l'œuvre de Max Gradel à la 80e sur penalty, mais ça suffit au bonheur des Toulousains qui s'impose dans cette rencontre par le plus petit des scores. Mais ça fait 3 points au final. Et on va l'écouter, Alain Casanova, qui lui dit l'équipe y a cru jusqu'au bout malgré les faits de jeu. Vous allez l'entendre parce qu'il y a eu beaucoup de faits de jeu dans cette rencontre. Et de Bernard Blacard, nous avons souffert face à une belle équipe de Toulouse. Quand on concède 2 pénaltys dans un match, c'est difficile d'obtenir un résultat. Nous avons été trop timides offensivement, trop timorés. On a perdu énormément de ballons. Toulouse n'a pas volé sa victoire, mais c'est dommage car nous n'avons pas osé jouer. On s'est contenté de défendre. Nous avons été très moyens, trop moyens pour espérer mieux. On sait que la saison va être compliquée. Il y aura d'autres accros. Donc, je n'ai eu que la réaction d'Alain Casanova, mais on va l'écouter tout de suite, l'entraîneur de Toulouse. Et ce qui est remarquable, c'est que l'équipe, malgré des faits de jeu, un but annulé, un penalty raté, des occasions pas converties, malgré ça, l'équipe y a cru jusqu'au bout. J'ai aimé parce que le style sur le plan de la mentalité, le style qu'elle a développé tout au long du match, c'est celui qu'on a envie d'avoir toute la saison. Une équipe qui fait des efforts, une équipe qui court, une équipe qui met tout en œuvre pour gagner les matchs. Sur le plan du jeu, je sais qu'on est encore loin de ce qu'on pourra faire et de ce qu'on veut faire, mais dans un premier temps, la mentalité était très importante et je pense que de ce côté-là, depuis notre début de saison, l'équipe, elle, à l'image de ce soir, elle est capable de montrer des vertus qui nous permettent d'y croire jusqu'au bout. Et c'est vrai que à un moment, on avait l'impression qu'on était peut-être passé un petit peu à côté des opportunités qu'on avait. Le match commençait un peu à se casser. Voilà, c'est une très bonne équipe, c'est une équipe qui mérite son début de saison, c'est une équipe qui est difficile et qui sera coriace pour beaucoup d'adversaires. Mais je pense que malgré tout ça, le TFC a fait preuve
voilà, beaucoup de détermination, beaucoup de mentalité positive, et je pense qu'elle est récompensée par les 3 points qu'elle mérite sur l'ensemble du match. C'est ça, monsieur Alain Casanova. Elle a été récompensée. Elle a pris 3 points. C'est ça le plus important. On part cette fois-ci du côté du stade de la Beaujoire et ça nous emmène du côté de Nantes. Nantes qui recevait Caen. Et pourtant, dans cette rencontre, c'est Caen qui va ouvrir la marque par Enzo Crivelli à la 37e minute de jeu. Et c'est finalement Emiliano Sala qui va égaliser cette équipe nantaise, lui qui était sur le banc en ce début de saison et qui est toujours en instance de transfert, qui à la 80e sur penalty égalise pour cette équipe de Nantes. On va écouter la réaction de Miguel Cardozo qui lui revient sur ce n'est pas suffisant, il faut continuer à travailler. Et Fabien Mercadal qui lui dit c'est dommage, on a réussi à tenir le résultat mais pas assez longtemps. Ouais, c'est pas suffisant si on pense dans ce qu'on a fait au cours du match. Et surtout dans le deuxième mi-temps, on a créé beaucoup, on a maîtrisé tous les matchs, on a fait on a même changé beaucoup de choses dans les plans et dans le système. Et on va mettre beaucoup d'énergie jusqu'au dernier moment pour trouver vraiment les résultats parce que il était un objectif clair. Malheureusement, on n'a pas fait le but avant que Caen. Et dans une situation, ils ont fait le but et après, toute l'intention était de contrôler les résultats, fermer très fort la surface, et même des moments jouer à l'intérieur de la surface pour défendre les résultats. C'est normal, parce que rien à dire de l'attitude de l'équipe contraire, mais surtout à parler de ma équipe, ça c'est important. Donc, bien sûr, il n'a pas quelques motifs d'être satisfait. Parce que notre intention était claire de prendre aujourd'hui une victoire pour notre maison. Après, on peut être déçu tout le temps dans la vie. Et puis après, on peut aussi positiver, on a le droit. Alors c'est vrai que ça fait la deuxième fois qu'on se fait remonter au score, mais ça fait 2 fois qu'on ouvre la marque. Parce que pour se faire remonter au score, il faut être capable d'ouvrir la marque. Et on a réussi dans un premier temps à contrecarrer les plans de Nantes et d'ouvrir la marque. Voilà, en ayant mis en place quelque chose qu'on avait travaillé. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Ensuite, c'est vrai qu'on a manqué de maîtrise sur la seconde mi-temps, tout le monde l'a vu. On a tenté de s'arc-bouter contre cette équipe de Nantes qui a fait rentrer beaucoup de joueurs à vocation offensive, qui peut se permettre aussi d'avoir des garçons comme ça là sur le banc. Et on a réussi aussi dans un troisième temps du coup à tenir le résultat. À tenir le résultat, mais en tous les cas, pas assez longtemps pour cette équipe de Nantes. Il s'est passé quelque chose d'insolite avant la rencontre de Nantes. Alors, 2 supporters caennais qui ont été pris en flagrant délit de relations sexuelles devant des policiers après avoir été recalés du match de Ligue 1 entre Nantes et Caen. Alors, il y a les supporters qu'on empêche d'entrer au stade et qui choisissent la violence pour protester. Et puis, il y a ceux qui optent pour des méthodes qu'on qualifiera pudiquement de plus pacifiques, comme le rapportent nos confrères de Ouest France. Dimanche, 2 fans du Stade Malherbe de Caen, un homme et une femme, se sont présentés très alcoolisés à l'entrée de la Beaujoire pour assister au match entre leur équipe et le FC Nantes. Alors, ils ont été refoulés, bien évidemment, par la sécurité. Alors, les 2 tourtereaux ont décidé de célébrer quand même leur passion pour le club normand et de rentabiliser leur déplacement. Alors, entre 2 quarts de CRS et sous le regard de policiers médusés, le couple a décidé de faire l'amour sans se soucier des personnes présentes. Alors, le quotidien précise que les services de police, contrairement aux supporters incriminés, étaient tout à fait impuissants. Rien ne permet visiblement à des policiers de considérer qu'il s'agit d'exhibition, puisqu'ils ne sont pas inclus dans la caste des victimes potentielles des démonstrations de ce genre dans le code civil. Alors, les 2 supporters qui ont fait un aller-retour de 600 km pour l'occasion n'ont en tout cas pas pu voir l'attaquant malherbiste Enzo Crivelli qui lui a ouvert le score, comme on le rappelait tout à l'heure, à 37e minute de jeu, ni l'ancien Canet Emiliano Sala à la 80e d'égaliser sur penalty en cette fin de rencontre. Bon, en tous les cas, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et il ne voulait pas faire le déplacement pour rien. Eh bien, voilà ce qui s'est passé du côté en marge de Nantes-Caen, quelque chose d'un petit peu insolite.
On va s'intéresser cette fois-ci, on va aller du côté de Nice, de l'Alliance Riviera, de Patrick Vieira qui doit absolument prendre des points. Elle recevait une équipe de Dijon qui, elle, était en pleine confiance avec 2 résultats positifs et en plus en tête de la Ligue 1. Et ben, cette équipe de Nice, elle a pris cher du côté de l'Alliance Riviera, car elle s'est inclinée 4-0. Des buts en fin de partie. Ça commence à la 67e minute de jeu par Naïm City qui ouvre le score pour cette équipe dijonnaise. Ensuite, c'est Haddadi à la 83e minute de jeu. Et ensuite, on a le doublé de Jules Keita, 86e et 90e minute de jeu. Cette équipe de Nice a pris l'eau, malgré que ce soit l'équipe qui frappe le plus au but en Ligue 1. Donc forcément, à un moment donné, ça va finir par tourner. C'est comme tout. Il y a des joueurs aussi qui sont arrivés, d'autres qui sont partis. Et la qualité, en tout cas, de cet effectif est là. Donc forcément, à un moment donné, dans le football, ça tourne, comme on dit. La roue tourne, comme dirait Franck Ribéry. Eh bien, on va écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur Patrick Vieira, qui lui dit que c'est une grosse déception, car les occasions de but, on les a. Et Olivier Dalloglio, qui lui reste mesuré et prudent, il dit on ne s'enflamme pas, il n'y a pas 4 buts d'écart entre Nice et Dijon, mais on ne s'enflamme pas, on reste calme, on sait bien sûr que dans le football ça peut aller très vite. C'était un scénario catastrophique pour nous. Perdre à domicile 4-0, c'est difficile à accepter. C'est une grosse déception, bien sûr. On s'est créé pas mal de situations, on s'est créé beaucoup d'occasions, des occasions nettes, mais malheureusement on n'a pas pu marquer ce soir. Et on a vraiment manqué, je pense, d'agressivité sur le plan offensif, mais aussi sur le plan défensif. On n'a pas très bien défendu. On a été assez timide. Mais bon, le message aux joueurs à la fin du match était que bien jouer, ça ne suffisait pas. On avait besoin de plus, et ce plus, on l'a pas eu ce soir. Oui, on regarde plus les points, effectivement, que le classement, parce que le classement, il est amené à évoluer, tandis que les points, on les garde. Et ça, c'est important pour nous, c'est important pour le club. Voilà, c'est pas ne pas être ambitieux, hein, mais on sait qui on est, on sait d'où on vient, on sait le travail qu'il nous reste à faire, hein, on est quand même conscient là-dessus. Aujourd'hui, on profite, c'est bien. Maintenant, voilà, moi j'ai encore des axes de travail, notamment avec cette équipe-là. Ce qui me plaît bien, c'est l'état d'esprit. Voilà, on sent que c'est des garçons qui sont vraiment déterminés. Il y a un très bon état d'esprit. On commence à être un peu plus discipliné, ce qui est bien, et ce qui me change un peu des saisons auparavant. Voilà, et puis on a un peu, je pense, un brin de chance aussi, voilà, avec le gardien qui fait des arrêts quand il faut aussi. Donc voilà, aujourd'hui, ça nous fait un très bon début de saison. On apprécie. On reste tranquille, on reste calme, il n'y a pas besoin de s'affoler, parce que peut-être un jour ce sera un peu plus compliqué. On restera tranquille, on restera calme, comme on est resté calme la saison dernière. Oui, il faut rester calme et mesuré, c'est que le début, ce n'est que la 3e journée. Donc Olivier Dalloglio a bien évidemment de l'expérience pour dire à ses joueurs de rester calme et d'être mesuré et d'engranger des points. C'est ça le plus important quand on n'est pas un cadre de championnat. Mais cette équipe de Dijon jouait déjà bien la saison dernière. Elle avait un beau jeu. Et cette saison, c'est reparti de la sorte. Le travail paie pour Olivier Dalloglio. On part cette fois-ci du côté du stade de la Licorne et on se dirige vers Amiens. Amiens qui recevait le stade de Reims. Le stade de Reims également auteur de 2 premiers matchs avec des victoires du côté de Nice et contre Lyon. Donc forcément, cette équipe arrivait également en confiance du côté du stade de la Licorne. Mais ça ne s'est pas très bien passé pour les hommes de David Guillon avec cette ouverture du score de Niaor à la 22e minute de jeu. Et ensuite, c'est Godos, le nouvel arrivant, qui marque à la 58e minute de jeu. Et ensuite, c'est le festival Moussa Konaté, 67e et 73e minute de jeu. Il y a 4-0. Et c'est ensuite Mathieu Cafaro à la 84e minute de jeu qui va réduire le score pour cette équipe du Stade de Reims. Mais ça ne suffira pas. Amiens s'impose 4-1 devant le Stade de Reims. On va écouter les réactions des entraîneurs avec tout d'abord Christophe Pélissier qui lui dit on a fait ce qu'on voulait faire ce soir, ça s'est très bien passé. Et de David Guillon, alors lui il fustige un petit peu l'avare. Même s'il est pour,
il y a quand même des choses qui le rendent un petit peu sceptique. Je trouve qu'on a fait une très bonne entame comme on voulait faire, c'est-à-dire mettre de suite de la pression sur cette équipe de Reims et on ouvre le score. Après, c'est vrai qu'il y a ce carton rouge qui nous permet d'être en supériorité numérique. Et puis, par rapport aux 2 matchs qu'on venait de faire, ce soir, on a eu de l'efficacité. Donc, football, on dit qu'il faut être efficace. Ce soir, on l'a été. Je pense quand même que la victoire me semble méritée. Enfin, on retrouve notre milieu de terrain de base. Je crois que ce soir, il y a un homme qui est surtout important dans notre... je souligne jamais, ou rarement les hommes, mais quand on a la performance de Zungu, qui nous amène une sérénité technique à l'intérieur qu'on avait besoin, quoi. Et donc les attaquants sont mieux servis et comme par hasard on a vu les fulgurances de Mendoza, on a vu la qualité de nos joueurs offensifs, mais ce qui était important c'est qu'on avait bien travaillé sur cette équipe de Reims. On voulait les mettre d'un côté, isoler des 1 contre 1 de l'autre côté par rapport à Mendo, et on a réussi le coup parce que le but vient de là et puis le rouge vient de là aussi. On les a mis en difficulté là-dessus. Oui, c'est vrai que ce soir on peut dire que c'est un match où Lavar a eu son rôle. Moi je suis favorable en effet à cette technologie pour aider les arbitres, mais elle rend plus de justice à mon sens. Mais bon, on s'aperçoit ce soir qu'attendre 4 minutes pour donner un carton rouge sur une faute qui n'est pas sifflée, faut avouer que ça met de l'incompréhension. Puisque nous, Pablo Chavaria reçoit un coup de coude en pleine surface de réparation, mais lui il reste pas au sol. Et là, c'est clair que l'arbitre vient de reconnaître qu'il s'est trompé. Mais là, il n'a pas fait appel à la VAR, ou la VAR n'a pas fait appel à... La VAR n'a pas fait appel à l'arbitre, c'est ce que voulait préciser David Guillon. Après, la VAR est juste une aide, hein. Il faut rappeler que les arbitres aussi également qui sont situés dans les locaux, bien sûr, hors des terrains, sont des humains également, donc ils peuvent très bien se tromper, mais c'est seul l'arbitre du centre qui prend, lui, la décision finale. Un petit mot du côté de Reims avec un latéral droit belge qui arrive. Donc le Stade de Reims s'apprête à enregistrer la signature d'un latéral droit. Alors selon les informations de l'équipe et de la presse belge, le défenseur de la Gantoise Thomas Fouquet, 23 ans, doit passer sa visite médicale ce lundi. Le club champenois devrait débourser 3,5 millions d'euros pour boucler cette transaction. On part cette fois au match qui avait lieu ce dimanche avec tout d'abord la première rencontre qui avait lieu à 15h. C'est Lille qui marche bien en ce début de saison, qui recevait Guingamp. Eh bien, Lille continue son bonhomme de chemin. C'est sûr qu'on est loin de la saison dernière. Lille s'impose 3-0. Alors, ça commence dès la 7e minute de jeu par Xeka qui ouvre le score pour cette équipe de Lille. Et ensuite, c'est un doublé il y a beaucoup de doublés dans cette journée de Ligue 1. C'est un doublé pour Jonathan Bamba à la 10e et 73e minute de jeu. Et ça suffit, c'est terminé. 3-0 pour cette équipe de Lille. Face à... Ah, c'est rien, c'est le matériel qui tombe. Et on va s'intéresser justement aux réactions des entraîneurs. Christophe Galtier qui lui revient sur le début de saison appréciable et certain que son président va tout faire pour qu'il ait une équipe compétitive. On l'espère en tout cas pour lui. Et puis du côté de Guingamp, forcément c'est un petit peu la soupe à la grimace. C'est beaucoup plus agréable, c'est très agréable. Et quand on est entraîneur, on est vigilant, on veille un peu à tout. Ces performances sont le fruit d'un travail important de la part du groupe, de la part des joueurs, du staff, mais ça ne reste que le 3e match. À mes yeux, il était important de prendre un très bon début de saison. On sait qu'on a un match la semaine prochaine à Angers, difficile et dans un contexte particulier puisque c'est la dernière semaine du mercato. Il était important à mes yeux de gagner ce match-là, de pouvoir le gagner. Le gagner était important, le gagner avec la manière, c'était mieux. Alors il y a eu la manière pendant les 20 premières minutes du match, puis après on a laissé l'adversaire
reprendre un peu de la respiration et des espoirs. C'est ce qui m'a légèrement un peu agacé de laisser l'adversaire y croire. Donc on a fait une bonne deuxième période où tout le monde a été sérieux. On a été bon sur nos points forts et puis on a été aussi efficace sur un plan défensif pour ne pas prendre de but. Non, du tout. Oui, mais bon, ça n'a aucune importance à mes yeux. L'an dernier, je l'ai regardé très souvent, le classement. J'espère que cette année, je ne vais pas le regarder souvent. La première des choses, c'est que ma direction, à travers le président et Luis Campos, me tienne au courant à l'instant T de toutes les possibilités, toutes les situations. Donc c'est transparent, c'est clair, net et précis. Et c'est très clair, net et précis aussi avec les joueurs. On sait où on va, on sait ce qui peut arriver. On sait qu'il peut y avoir du chamboulement d'ici vendredi soir. Mais la première des choses, c'est de ne mentir à personne. Oui, déjà les joueurs m'ont fait un beau cadeau. Déjà, ils m'ont fêté mon anniversaire assez chaleureusement cette semaine. Le club aussi, et j'en remercie tout le monde. Et le plus beau des cadeaux pour un entraîneur, c'était de gagner ce soir. C'est une bonne chose. Et ensuite, je sais que mon président va faire le maximum, mais vraiment le maximum, pour qu'on ait un effectif compétitif. On aura un effectif compétitif avec qui on en revient. Tout à fait logique. Quand vous faites une entame de match aussi catastrophique, autant les deux premiers matchs face à Saint-Etienne et face au PSG, on avait perdu, mais on s'est dit, on a fait des matchs assez intéressants. On a eu des contenus même bien meilleurs. Et aujourd'hui, c'est cette entame qui nous plante complètement le match, quoi. Quand au bout de 10 minutes vous êtes mené 2-0, il n'y a plus de match. Voilà. On le sait, on le savait un peu avant, qu'il fallait qu'on soit plus solide. Aujourd'hui, les soucis, c'est qu'après 3 matchs, on en est à 8 buts encaissés. C'est impossible d'affronter un adversaire, d'avoir une opposition donc bien meilleure, et puis surtout impossible de ramener un point, voire de gagner un match quand vous êtes aussi fragile défensivement. Quand on est fragile défensivement, bien évidemment, quand on prend 2 buts en 10 minutes, à la 7e et 10e minute de jeu, comme le rappelait Antoine Comboré, après c'est compliqué quand on est mené déjà 2-0. On va passer à une autre rencontre qui avait lieu ce dimanche après-midi. C'était Bordeaux qui avait déjà joué face à la Gantoise en milieu de semaine et qui recevait cette équipe de Monaco, une équipe de Monaco sur le papier potentiellement plus forte que Bordeaux, mais finalement c'est Bordeaux qui va s'imposer 2-1. Des buts signés sur penalty par François Camano à la 48e minute de jeu, mais c'est Pellegrini du côté de Monaco, un joueur qui va être à surveiller car vraiment un très très bon joueur qui va égaliser à la 63e minute de jeu. Et il y a un œil sur lui cette saison parce que je pense qu'il va faire de très belles choses du côté de Monaco. Et également, c'est François Camano sur un très beau geste collectif, une remise de Younous Sankaré. Et François Camano va crucifier le portier monégasque Benaglio à la 90e minute de jeu. Et il offre la victoire à cette équipe de Bordeaux qui en avait bien besoin car cette équipe de Bordeaux est toujours sans entraîneur. On l'a déjà rappelé en tout début d'émission. Et on va écouter la réaction d'Éric Bédoueb qui lui est fier de ses joueurs car c'était pas facile de remporter cette rencontre en jouant tous les 3 jours. Et Djibril Sidibé, lui, il n'est pas forcément inquiet par cette défaite car le groupe de Monaco est solide. On manquait de justesse technique, on perdait beaucoup de ballons. Après, sur certaines phases de jeu, on aurait pu avoir de meilleures situations, mais comme je dis, on a été un peu passif, on manque de créativité, et puis c'est encore jeune, on manque encore d'expérience, mais je suis pas inquiet, je sais que la saison est encore très très longue, donc il n'y a que le travail qui compte maintenant pour aller chercher des victoires. Oui, d'une belle manière. Je suis très content de voir les joueurs sur le terrain. Moi j'ai pris plaisir sur le banc. Et ils ont vraiment été au maximum de leurs possibilités. Nous, on joue tous les 3 jours, je le répète, c'est pas si simple que ça. Bon, ça s'est pas tellement vu, et puis on avait affaire à une belle équipe en face, qui pouvait être dangereuse à tout moment, donc on savait que la moindre faute, ça pouvait se payer cash. Mais je suis très fier de mes joueurs, parce qu'ils ont vraiment été au maximum de leurs possibilités.
Ils ont même été au-delà parce que j'aurais signé pour un nul, moi, sans problème. Et puis ils ont été là chercher la victoire et ça c'est tout à leur honneur. Quand même assez inexpérimenté pour certains. Il y a eu des très jeunes joueurs qui étaient dans l'équipe. Bon, maintenant c'est comme ça, il faut avancer vite. Mais non, c'est vrai, c'était intéressant et bon, il y a eu des faits de jeu. Qui vont servir pour l'avenir, pour certains joueurs, on le sait, mais bon, ouais, voilà, c'est comme ça fait partie du football, mais on ne s'est pas désuni. On a continué à travailler, on a continué à faire des efforts énormes, parce que faut sprinter dans les couloirs, faut accélérer, faut bloquer, faut continuer. C'est pas si simple que ça. Donc c'est bravo à eux. Bravo à eux, comme le dit Eric Bédouet, qui lui a repris l'équipe après le limogeage de Gustavo Poyet. Alors on parle de Thierry Henry comme possible entraîneur, et en tout cas, pour le moment les négociations sont au point mort, car ça s'est pas très bien passé. Les exigences de Thierry Henry seraient en tous les cas très compliquées pour justement le fonds d'investissement américain, qui n'aurait pas apprécié l'attitude de l'entourage de Thierry Henry également. Donc, mais en tout cas, les contacts ne sont pas rompus pour autant. Donc, on verra ce que ça donnera dans l'avenir. Et on va écouter tout de suite Olivier de Tavernost qui s'exprime justement sur la possible arrivée de l'entraîneur. Et on écoutera également Benoît Costil. Je peux vous confirmer qu'on a gagné. Ça c'est une bonne chose, qu'on a un bon entraîneur et que l'équipe a l'air de tourner, notamment sur l'avant. On a vu quand même une très bonne équipe et des bonnes recrues. Donc ça c'est encourageant pour le club. En ce qui concerne l'entraîneur, il n'y a pas de décision avant la semaine prochaine, vous le savez. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que nous travaillons, je dirais presque jour et nuit, pour qu'il y ait le meilleur professionnel possible à la tête des Girondins comme entraîneur. Ça prend du temps, c'est pas commode, c'est difficile. Aujourd'hui, tout est ouvert. Tout est ouvert, donc on verra, on saura bientôt. Et Benoît Costil, qu'est-ce qu'il pense, le portier bordelais, de l'arrivée peut-être probable de Thierry Henry ou d'un autre entraîneur? On regarde un petit peu, bien évidemment. Ce serait mentir de dire qu'on fait abstraction de tout ça, mais ce qu'on regarde, c'est l'actualité du club. Et l'actualité du club, on a les informations via vous. donc voilà, le reste, on ne sait rien. Et voilà. Mais en tout cas, c'est pas... Voilà, le plus important, nous, et ce qui nous importe, c'est vraiment le terrain et de se concentrer là-dessus. Et le reste, on ne maîtrise pas les choses. Mais aujourd'hui, si ça se fait. Aujourd'hui, le coach est Eric Bédouet. Et la tâche n'est pas évidente aussi pour Eric. À la base, il faut beaucoup de courage pour passer de préparateur physique à entraîneur intérimaire. Là, sur 2 ou 3 matchs, à la base, on ne le sait pas. Mais aujourd'hui, on est avec Eric. On sera avec une autre personne, un autre coach, certainement dans quelques jours. Mais aujourd'hui, il faut toujours se méfier de ce qui se dit parfois à droite à gauche, je pense, non? Donc on verra. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, on ne peut pas dire grand-chose. Et puis, très honnêtement, on n'en sait pas plus que vous. Vous imaginez bien que les discussions des dirigeants restent entre les dirigeants et nous, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant, comme dit Benoît Costil. Mais il y a un joueur qui sera à surveiller du côté de Bordeaux. C'est le numéro 10, Samuel Kalou. Et vous allez voir, ce joueur va faire des étincelles en Ligue 1. J'en suis pratiquement persuadé. C'est vraiment un très très bon joueur. Il arrive de la Gantoise. Il est arrivé cette saison du côté de Bordeaux. Et je pense que ça va être un excellent joueur pour cette équipe bordelaise. Je pense qu'on en reparlera de ce numéro 10. On verra si j'ai bien visé, si j'ai bien vu qu'il y avait vraiment un gros potentiel dans ce joueur. Je pense qu'on en entendra encore parler.
On parlait de Lille juste auparavant, j'avais oublié de vous préciser que c'est Bordeaux qui cible Benzia. Alors c'est vrai que Bordeaux cherche toujours son nouvel entraîneur, on vient d'en parler, et veut continuer à croire aussi, on en a parlé à l'arrivée de Thierry Henry, mais les dirigeants bordelais doivent également trouver un attaquant supplémentaire. Alors selon les informations de nos confrères La Voix du Nord, les Girondins de Bordeaux ont ciblé le Lillois Yacine Benzia, 23 ans, 2 matchs en Ligue 1 cette saison. Alors c'est vrai qu'en cas d'offre satisfaisante, le LOSC ne retiendra pas l'ancien lyonnais. Alors il faut bien sûr rappeler que les Dogs doivent encore trouver 30 millions d'euros d'ici 5 jours pour répondre aux exigences de la DNCG. Donc bien sûr, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mais en tout cas, le président du côté de Lille était lui très confiant. Cette fois-ci, on va s'intéresser au dernier match de cette rencontre. Et c'est Marseille qui recevait le Stade Rennais. Et ça commence plutôt bien pour les visiteurs qui marquent par Bourigeaud à la 38e minute de jeu sur penalty. Ils vont ensuite mener 2-0 grâce à Ismaïla Sarr. On se dit que ça va être compliqué pour Marseille, mais poussé par son public, c'est toujours très compliqué au Stade Vélodrome. Et c'est Lucas Ocampos à la 54e minute de jeu qui va réduire le score pour cette équipe marseillaise avant que Ben Sebaini à la 72e offre l'égalisation, le Rennais, en marquant contre son camp pour cette équipe de Marseille. Et ça se termine 2 buts partout. Cette équipe de Marseille est revenue au score dans cette partie. On va justement vous donner les réactions, la réaction justement de Rudy Garcia dans un premier temps. En fait, il revient sur l'arrivée de Strootman. Alors, je sais pas, on vous en a pas encore parlé de l'arrivée de Strootman qui devrait signer sur la Canebière. Il doit s'engager dans les prochaines heures avec l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est un joli coup réalisé par le club phocéen qui va débourser 25 millions d'euros plus 3 millions de bonus pour s'offrir le milieu de terrain de l'AS Roma. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance, car il voulait rester, lui, du côté de l'Italie. C'est vrai que plusieurs médias italiens affirme que Strootman ne souhaitait pas quitter la Roma au départ. C'est vrai qu'il est très apprécié dans la ville éternelle. Le milieu de 28 ans, vous voyez, il terminait sa carrière. Et il était même sur le point d'acheter une nouvelle maison. Et le quotidien italien Il Messaggero révèle que le Néerlandais n'a pu s'empêcher de verser quelques larmes au moment de dire au revoir à ses coéquipiers dimanche. Voilà ce qu'il a dit. Ils m'ont vendu, aurait-il aussi lâché d'après le Corriere dello Sport. Strootman a-t-il été poussé dehors ? Eh bien, on n'en sait rien. En tout cas, on va écouter la réaction de Rudy Garcia et également celle de Sabri Lamouchi qui, lui, il a expliqué aux joueurs que faire match nul ici, c'est déjà bien parce que c'est compliqué de jouer au Vélodrome quand il y a 60 000 personnes qui poussent. Oui, normalement, il faut être prudent, vous savez, en termes de recrutement. Il semblerait qu'on soit d'accord, mais on va attendre de voir si les choses s'officialisent ou pas. Ça sera, si c'est le cas, une bonne nouvelle, sinon il faudra trouver d'autres pistes, pour explorer d'autres pistes. J'ai vu les joueurs extrêmement déçus, abattus. Il a fallu que j'intervienne et que je leur explique qu'on était chez le dernier finaliste de l'Europa League, qu'on était à l'Olympique de Marseille, que la deuxième mi-temps, il y avait 60 000 personnes, qu'on s'est peut-être un peu précipité, qu'on a manqué un peu de maîtrise, mais qu'on apprenait et qu'on avançait, mais que ce qu'ils avaient proposé ce soir, notamment en première mi-temps, m'a beaucoup plu, et c'est plutôt de bon augure pour la suite, mais qu'il fallait impérativement valider ce point à la réception de Bordeaux. Mais je comprends qu'ils puissent être déçus, mais n'oublions pas là où nous sommes, et on aurait peut-être signé ce matin pour un scénario comme celui-ci, en repartant avec un point. Ah oui, ils auraient signé, en tout cas, les hommes de Sabri Lamouchi. On vous donne le classement. Premier, Paris Saint-Germain, 9 points. Deuxième, Dijon, 9 points. Troisième, Lille, 7 points. Ensuite, on retrouve 4e, 5e, 6e, 7e, Lyon, Nîmes, Reims et Toulouse. À la 8e place avec 5 points, Saint-Etienne. 9e, Marseille, 4 points. Ensuite, on retrouve aux 10e, 11e et 12e place dans l'ordre Monaco, Montpellier, Strasbourg et 13e, Rennes. 14e, 15e,
on retrouve Amiens et Bordeaux avec 3 points. 16e Caen avec 2 points. 17e Nantes avec 1 point. 18e Nice également 1 point. Et les deux derniers, 19e et 20e, Angers et Guingamp avec 0 point. Au classement des buteurs, Moussa Konaté, Amiens avec 3 buts. François Camano, Bordeaux, 3 buts. Et Julio Tavares avec 3 buts également. La prochaine journée, ce sera ce vendredi 31 août, 4e journée, avec Lyon qui recevra Nice à 20h45. On aura samedi 1er septembre, poursuite de cette 4e journée, avec à 17h le Paris Saint-Germain qui se déplacera du côté de Nîmes. Ça va être un match à voir à mon avis. Les autres rencontres auront lieu à 20h, Strasbourg-Nantes, Angers-Lille, Guingamp-Toulouse, Reims-Montpellier, Dijon-Caen. Et ce dimanche, poursuite et fin de cette 4e journée en Ligue 1 avec à 15h Saint-Étienne-Amiens, à 17h Rennes-Bordeaux et à 21h Monaco-Marseille. On en a terminé avec la Ligue 1. Allez, juste une dernière petite info avec Ben Arfa qui refait parler de lui, le milieu offensif Hatem Ben Arfa, 31 ans. Mais il semble hésiter entre l'OGC Nice et le Stade Rennais. D'après RMC Sport, l'international français aurait finalement donné sa préférence aux Azuréens. Il connaît bien l'OGC Nice, bien évidemment, mais le président breton Olivier Létang a donné rendez-vous ce vendredi, date de fermeture du mercato, pour connaître la fin du feuilleton. On verra en tout cas si Ben Arfa ira du côté du sud de la France ou du côté de la Bretagne.